Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à la déclaration d'impôt sur le revenu 2021. Donc avec moi Marion, fiscaliste au sein du cabinet. Moi je me présente, je suis Sarah, je suis une des cofondatrices du cabinet Dougs. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous informer des nouveautés de la déclaration d'impôt sur le revenu. Alors bien sûr, l'impôt sur le revenu, c'est un sujet très vaste. On ne va pas pouvoir malheureusement répondre à toutes vos questions en termes d'impôt sur le revenu. L'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment d'attirer votre attention sur les nouveautés, d'attirer également votre attention sur ce qu'on va vous produire, notamment dans l'onglet déclaration de votre compte Doux pour pouvoir justement réaliser votre déclaration d'impôt. Donc sans attendre, on va commencer. Alors, au niveau de l'organisation du webinaire, je vous rappelle, nous allons, vous faire une présentation. On va s'arrêter à la fin de chaque partie, naturellement, pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, n'hésitez pas et surtout, utilisez l'onglet questions pour poser vos questions, pour qu'on puisse justement y répondre. Marion essaiera d'y répondre par écrit et naturellement, je m'arrêterai également à la fin de chaque partie pour répondre aux principales questions. Hop là. Alors, au niveau des parties, donc déjà en première partie, nous allons voir les principales nouveautés, naturellement. En deuxième partie, je vous parlerai des dividendes, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu à l'honneur aujourd'hui, tout simplement parce qu'au moment de votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous allez pouvoir choisir entre le prélèvement forfaitaire unique, le PFU, ou la flat tax, et le barème progressif. Il y aura également une petite partie sur les quelques éléments à ne pas oublier d'indiquer au niveau de votre déclaration d'impôt sur le revenu. Et enfin, on vous parlera de l'aide à la déclaration d'impôt sur le revenu que nous allons naturellement vous proposer dans votre compte Dougs afin que vous puissiez réaliser votre déclaration d'impôt. Allez, c'est parti. Donc, les nouveautés d'hier 2021, la principale nouveauté, c'est la déclaration sociale. C'est-à-dire que cette année, la déclaration sociale des indépendants a été supprimée et a été intégrée à votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, naturellement, au moment de votre déclaration d'impôt sur le revenu, il va falloir compléter des cases que vous n'aviez pas l'habitude de compléter parce que c'était naturellement nous, Dougs, qui réalisions cette déclaration par net entreprise et ce n'est plus le cas à compter de l'année 2021. Alors, qui est concerné par cette déclaration sociale? Alors en fait, ça concerne uniquement les travailleurs non salariés. C'est-à-dire que les gérants, travailleurs non salariés naturellement de SARL et URL, les entrepreneurs individuels au régime réel, je rappelle, les micro-entrepreneurs ne sont pas concernés par cette déclaration sociale. Donc, à contrario, tous les présidents, les directeurs généraux, les gérants minoritaires, tout cela ne sont pas concernés par cette déclaration parce que vous êtes assimilés salariés. Donc, vous avez des déclarations sociales qui sont faites chaque mois et qui sont compris au niveau des DSN. Alors, une petite spécificité aussi, là je pense aux personnes qui sont dans le domaine médical, donc tous les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Donc vous non plus, vous ne serez pas concernés par cette déclaration parce que comme les années précédentes, par contre pour vous, ça n'a pas changé. Vous devrez faire votre déclaration auprès de l'URSSAF. Alors, que faire si cette déclaration n'apparaît pas? Parce que naturellement, d'office, si vous êtes travailleur non salarié et si vous êtes enregistré auprès de l'URSSAF en tant que travailleur non salarié, cette catégorie sera naturellement active. Donc, lorsque vous allez vous connecter sur votre déclaration d'impôt sur le revenu, elle sera active. Donc, si vous ne la voyez pas apparaître, vous pouvez toujours la cocher pour qu'elle apparaisse dans votre déclaration d'impôt sur le revenu. Là, je vous donne rendez-vous dans la première partie, où vous pouvez sélectionner justement les catégories de revenus qui vous concernent. Et là, il faudra cocher données complémentaires de la déclaration de revenus des indépendants afin justement que vous puissiez réaliser votre déclaration. Alors, les revenus non soumis aux cotisations sociales. Alors, sur cette partie, justement, déclaration sociale, il y aura notamment une case qui va concerner, alors, pas la majorité d'entre vous, naturellement, elle va concerner toutes les personnes qui ne sont pas au régime général, donc au régime de l'URSSAF, en tant que travailleurs non salariés. Donc, vous avez notamment, je pense, aux artistes, auteurs, si vous cotisez auprès de l'AGESA, donc il faudra bien
faire attention et indiquer dans la case DSBA le résultat de votre activité en tant qu'artiste-auteur, afin que justement l'URSSAF ne vous fasse pas des appels de cotisation. Pareil, je pense aux sociétés qui sont à l'impôt sur le revenu en tant que gérant minoritaire. Je pense au SARL, lorsque vous avez, en tant que gérant, vous avez une participation minoritaire, ou je pense également au SAS à l'impôt sur le revenu ou au SASU à l'impôt sur le revenu. Là, il faudra bien faire attention d'indiquer dans la case DSBA justement le résultat de votre activité, donc la quote-part de bénéfice qui vous revient, afin justement que ce ne soit pas assujetti aux cotisations sociales des travailleurs non salariés auprès de l'URSSAF. Je pense également, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous aussi qui utilisaient l'intéressement pour justement un petit peu optimiser tout ce qui est fiscal. Donc l'intéressement, si vous avez un montant d'intéressement qui ne doit pas être naturellement soumis aux cotisations sociales, il faudra également bien l'indiquer dans la case DSBA. Alors ensuite, vous allez avoir d'autres cases cette fois-ci qui vont concerner les cotisations sociales obligatoires. Alors ça, c'est quelque chose qui vous est inconnu parce que pareillement, c'est en général Dougs ou alors votre expert comptable qui réalise normalement cette déclaration auprès de l'URSSAF les années précédentes. Donc là, il va falloir remplir ces cotisations sociales obligatoires. Donc dans la case DSCA, ça correspond à quoi? Ça va correspondre donc aux cotisations sociales que vous payez auprès de l'URSSAF, auprès éventuellement de caisses de retraite comme la CIPAV ou d'autres caisses de retraite obligatoires. Donc là, il faudra bien sûr l'indiquer là-dedans. Par contre, elle ne comprendra pas vos contrats Madelin. Les contrats Madelin, ce sera une case à part. Donc tous les contrats complémentaires que vous avez souscrits et qui sont facultatifs, vous les avez souscrits auprès d'assurances privées. Donc là, naturellement, ce sera pas, faudra pas le compléter dans cette case DSCA. Et pareil, là, c'est plus pour les personnes qui ont une comptabilité de trésorerie et si elles ont eu un gros remboursement durant une année qui fait que finalement le montant total des cotisations sociales de l'année est négatif, il ne faudra pas le remplir dans la case DSCA, ce ne sera pas possible, il faudra le compléter dans la case DSDA. Alors, naturellement, je pense aux clients Dougs, ces montants-là, ils sont fournis par nous. Donc, pas d'inquiétude, vous n'avez rien à calculer. C'est nous qui vous les produirons pour que vous puissiez les reporter sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Je passe aux cotisations facultatives. Maintenant, donc, il faudra compléter, là, je pense à toutes les mutuelles que vous avez souscrites, les prévoyances que vous avez également souscrites, de bien les indiquer dans cette case DSEA. Donc là, c'est tous les contrats facultatifs que vous avez pu souscrire en tant que travailleur non salarié, parce que c'est vrai que la couverture en tant que travailleur non salarié n'est pas forcément, ne vous permet pas d'avoir des couvertures, on va dire, à l'égal d'un assimilé salarié, par exemple. Donc, c'est pour ça que vous devez en général prendre au moins une mutuelle ou une prévoyance pour justement vous couvrir un minimum. Donc là, ces cotisations-là devront être reportées, case DSEA. Alors, Marion, je vais peut-être m'interrompre avant de continuer. Est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'on a des questions auxquelles je dois répondre? Alors, Marion, il faudra juste ouvrir ton micro parce qu'on ne t'entend pas. Marion, ton micro. Ah, je crois que tu nous entends. Ah, voilà. Non, c'est moi qui n'avais pas réactivé mon micro. Excusez-moi. Donc, je m'excuse, j'ai perdu le fil de ta présentation puisque j'ai eu un petit problème de connexion. Je pense que tu as évoqué la situation, mais on a pas mal de questions sur les présidents de SASU, qu'on soit à l'IS ou à l'IR, est-ce qu'ils sont concernés par cette nouvelle obligation déclarative? Non, les présidents de SAS, donc les présidents ou les directeurs généraux de SASU, vous êtes assimilés salariés, donc vous n'êtes pas travailleurs non salariés, donc vous n'êtes pas du tout concernés par cette déclaration sociale. Donc, pas d'inquiétude, vous n'avez pas à compléter cette déclaration sociale. Ça va concerner uniquement les travailleurs non salariés. Et puis, on a aussi deux questions qui portent, Lamine et Philippe, sur la situation des loueurs en meublé professionnels ou non professionnels. Est-ce qu'ils sont affectés ou pas par cette nouvelle obligation déclarative?
Alors oui, vous êtes concerné. Vous êtes concerné. Pourquoi? Parce que justement, en fonction de votre cas, en LMP, hein, vous pouvez être soumis aux cotisations sociales des travailleurs non salariés. Hein. Je rappelle, il y a des seuils, notamment il y a des seuils si vous dépassez 23 000 € de recettes et si vous faites notamment de la location courte durée, vous êtes concerné parce que vous devez cotiser auprès des caisses sociales. Alors naturellement, si vous cotisez non pas auprès de la caisse des travailleurs non salariés, parce que vous, en tant que loueur en meublé, vous avez le choix entre cotiser auprès de la caisse des non-salariés ou cotiser auprès de la caisse des salariés. Hein, donc, si vous cotisez auprès de la caisse des salariés, vous n'êtes pas concerné naturellement. Par contre, si vous cotisez auprès de la caisse des non-salariés, là, vous serez concerné. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions, Marion? Principale à De poser? façon récurrente, non, je ne crois pas, Donc, je te laisse effectivement. répondre par Alors, écrit. ouais, je vais répondre par écrit, Super. effectivement. Alors, je continue sur la partie sociale, hein, sur la partie déclaration sociale, notamment par rapport aux dividendes. Alors là, ça concerne, à mon avis, très peu d'entre vous, mais j'en parle quand même. C'est lorsque vous êtes en SARL ou en EURL hein, et que vous décidez de vous distribuer des dividendes. Tous les dividendes qui vont dépasser 10% du capital et de la moyenne de votre compte courant d'associé va être soumis aux cotisations sociales. Donc, c'est pour cette raison qu'il va falloir indiquer case DSAA, la partie supérieure à 10% du capital social parce qu'elle doit être comprise dans votre assiette de calcul des cotisations sociales des travailleurs non salariés. Donc là, pareil, bien remplir la case DSAA. Enfin, je termine par les praticiens et auxiliaires médicaux. Au tout début, je vous ai dit que les praticiens et auxiliaires médicaux qui sont conventionnés et qui relèvent de la PAMC, vous n'êtes pas concerné par la déclaration sociale. Par contre, si vous n'êtes pas conventionné PAMC, il vous faudra compléter hein, la déclaration sociale sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Et là, il faudra compléter naturellement ces cases-là, notamment les cases liées aux bénéfices et au déficit de l'activité conventionnée, afin que justement vous puissiez payer des cotisations sociales. Donc naturellement, si vous êtes client chez nous, hein, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit message par le chat afin qu'on vous aide à compléter cette partie. C'est un petit peu spécifique, c'est vraiment lié à l'activité médicale, donc on vous aidera en ce sens. Et enfin, la dernière partie de la déclaration sociale, ça va concerner les aides Covid. Donc là, il faudra bien compléter cette partie si vous êtes éligible aux aides Covid, dit exonération des cotisations patronales. Donc, je rappelle un petit peu là dans mon slide qui est concerné par cette exonération de cotisations sociales patronales Covid. Ça concernait notamment toutes les entreprises de moins de 250 salariés qui relèvent des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration de la culture, des transports et notamment qui ont fait l'objet de fermetures administratives. Hein. Donc là, pendant ces mois-là, vous avez pu bénéficier notamment d'aide. Donc là, vous devrez bien sûr compléter ce cadre-là. Pareil, pour les entreprises du secteur, cette fois-ci S1, hein, donc là, c'est pareil, c'est lorsque vous avez eu des baisses importantes cette fois-ci de votre chiffre d'affaires, notamment les variations par rapport à 50% de votre chiffre d'affaires qu'il y a eu l'année dernière. Donc là, vous avez pu également bénéficier d'aides. Et donc là, il faudra également compléter ce cadre-là lié aux aides Covid. Et enfin, les entreprises de moins de 10 salariés hein, qui ont fait l'objet de fermetures administratives et qui n'ont pas pu accueillir du public. Donc là, pareil, il faudra compléter ce cadre-là. Donc, cochez bien sûr la case DSBE et ensuite cochez les cases liées au secteur 1, secteur 1 bis et secteur 2. D'ailleurs, s'il te plaît, Marion, si ça ne te dérange pas, j'ai mis un petit lien au niveau du PowerPoint, si tu peux le mettre dans l'onglet chat afin que les personnes puissent voir par rapport à votre code APE dans quel secteur S1, S1 bis ou S2 vous vous trouvez afin que vous puissiez cocher naturellement la bonne case. Hein. Donc naturellement, ça correspond au code APE de votre activité principale. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction de votre activité, vous allez rentrer soit dans le secteur S1, soit dans le secteur S1 bis, soit dans le secteur S2. Et donc, ça dépend justement du code APE de votre activité principale. Donc, si votre code APE ne correspond pas à votre activité principale,
c'est pas grave. Ça veut dire que vous avez une activité finalement principale qui ne correspond pas à votre code APE. Donc là, je vous conseille déjà premièrement de faire les modifications auprès de l'INSEE, hein, de bien redéclarer votre activité principale, et deuxièmement de prendre le code APE qui correspond à votre activité principale afin de compléter cette partie liée aux exonérations sociales des aides Covid. Alors, pareil, Marion, avant de passer à la deuxième partie, je pense qu'on va peut-être répondre aux questions parce que je pense que tu en as beaucoup. Tu veux me les poser en direct? Alors, je défile parce que c'est vrai qu'elles elles arrivent assez vite. N'hésitez pas Euh, à voter les questions, hein, bien sûr, pour qu'on puisse y répondre au sujet qui vous préoccupe le plus, hein, donc n'hésitez pas à voter sur l'onglet questions. Florent qui se pose une question concernant les entreprises qui auraient une clôture en cours d'année. Pour son cas, au 31 août, quels sont les montants de charges URSSAF et CIPAF qui vont être déclarés? Est-ce que c'est ceux de l'exercice fiscal ou ceux de l'année civile? C'est ceux de l'année civile, naturellement. Tout est calqué sur l'année civile, hein, donc c'est ceux de l'année civile. Ensuite, je te laisse me les poser peut-être à la file parce que c'est vrai que je ne vois pas celle auquel tu as répondu. Alors, comment... Ah, une question assez particulière de Thomas qui te interroge sur les SARL à capital variable. Comment ça se passe pour elle au niveau, effectivement, de l'assujettissement aux cotisations sociales des dividendes qui seraient supérieurs à 10% du capital social, puisque leur capital est variable? Naturellement. Alors en fait, lorsque le capital est variable, ça dépend du capital effectivement versé, hein, et souscrit. Donc en fonction du capital à la date de clôture de l'exercice concerné, hein, on calculera le 10% en fonction du capital finalement lié et souscrit à la date de clôture de l'exercice. Hein, donc ce sera ce capital-là qui sera pris en compte. Je répondrai par écrit. Non, bah écoute, je crois que Tu peux continuer? tu peux continuer. Je crois que ouais. Super. Ah si, éventuellement, dernière petite question. Effectivement, dans le cas, Franck nous pose la question, dans le cas où je ne perçois pas de revenus, donc je suppose qu'il n'a pas de rémunération, notamment de gérant de SARL ou de réel, dois-je déclarer quelque chose pour cette fameuse déclaration sociale et fiscale fusionnée? Alors attends, est-ce que tu peux juste me répéter la question? Je n'ai pas bien compris. Si je ne perçois pas de revenus, donc je suppose de rémunération de gérance, hein, oui, je comprends. par exemple, Oui. A-t-on quelque chose à déclarer effectivement sur cette nouvelle déclaration sociale et fiscale fusionnée? Alors oui, il faut bien sûr déclarer à minima les cotisations sociales obligatoires, hein, naturellement, parce que c'est pas parce que vous percevez pas de rémunération que vous n'avez pas de cotisation sociale obligatoire minimum à payer. Hein, en tant que travailleur non salarié, il y a un minimum environ entre 1 200 1 300 euros par an environ que vous payez auprès de l'URSSAF. Donc il faut bien sûr indiquer ce montant-là dans la case liée aux cotisations sociales obligatoires que j'ai présentée tout à l'heure. Voilà, bah, je te laisse poursuivre. Allez, c'est parti. Alors, maintenant, l'objectif de la deuxième partie, c'est naturellement de répondre aux choix que vous devez réaliser au moment de votre déclaration d'impôt sur le revenu entre prélèvement forfaitaire unique, hein, donc le PFU ou la flat tax, et le barème progressif, hein, parce que vous avez toujours le choix entre les deux. Alors, comment faire? Je rappelle, le prélèvement forfaitaire unique, c'est quoi? C'est les 30% que l'entreprise paye au moment de la distribution de dividendes pour votre compte à l'État. Hein. Donc ces 30%, ça comprend quoi? Ça comprend 17,2% de prélèvements sociaux. Donc ceux-là, ils sont dus quoi qu'il advienne. Et les 12,8% d'impôt sur le revenu, qui est un prélèvement forfaitaire non libératoire, parce que vous avez le choix au moment de votre déclaration d'impôt sur le revenu, soit de laisser ces 12,8% forfaitaires en termes d'impôts, soit d'opter plutôt pour le barème progressif. Hein, donc là, je vous ai indiqué un petit peu les tranches. Donc ça va rentrer dans le calcul de vos revenus globaux, hein, ces dividendes, et ensuite ces revenus globaux seront répartis en fonction des tranches, et ça permettra de calculer l'impôt sur le revenu.
Donc, je rappelle, le choix entre finalement prélèvement forfaitaire unique et barème progressif n'est possible que si vous avez payé le prélèvement forfaitaire unique au moment de la distribution de dividendes, hein, parce que naturellement, si la société n'a pas payé les 12,8% d'impôt sur le revenu au moment de la distribution de dividendes, ben, d'office, vous êtes au barème progressif, hein, parce que je rappelle, l'option au barème progressif est possible normalement uniquement si les associés ont envoyé un courrier à la société avant le 30 novembre de l'année N-1, hein, c'est-à-dire que si vous avez envoyé un courrier avant le 30 novembre 2019 pour les revenus distribués en 2020, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'opter pour le barème progressif. Hein. Donc, à partir du moment où la société n'a pas payé les 12,8% d'impôt sur le revenu pour votre compte parce que vous avez décidé d'office de soumettre ces revenus au barème progressif, naturellement, vous ne pourrez pas, au moment de votre déclaration d'impôt, revenir sur le choix du prélèvement forfaitaire unique parce que la société n'a pas payé pour votre compte ces 12,8%. Alors, il va falloir faire des simulations. Hein, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez remplir votre déclaration d'impôt, il va falloir d'abord compléter votre déclaration d'impôt comme si vous souhaitiez conserver ce prélèvement forfaitaire unique finalement pour voir votre imposition globale si vous optez pour le prélèvement forfaitaire unique. Alors, donc, il va falloir vous rendre dans la partie revenus des valeurs et capitaux mobiliers. C'est là où on indique les dividendes. Donc, vous avez notamment trois cases à compléter. La case de décès pour indiquer le montant brut des dividendes, hein, le montant brut, hein, pas le montant qui vous a été versé par la société. Hein, parce que je prends un exemple. Si vous avez décidé d'une distribution de dividendes de 10 000 euros, la société finalement a payé pour votre compte 30%, donc 3 000 euros à l'État, et vous a versé finalement 7 000 euros. Donc le montant à indiquer dans la case de décès et la case de BH, c'est le montant brut, hein, c'est les 10 000 euros, pas les 7 000 que vous avez perçus. Et enfin, il faudra également compléter dans la case de CK le prélèvement forfaitaire, finalement les 12,8% qu'a payé la société pour votre compte. Hein, donc là, dans mon cas, c'est 1 280 euros. Donc ensuite, à partir du moment où vous avez complété ces cases, normalement, sachez que ces cases-là sont auto-complétées, hein, parce qu'à partir du moment où la société a fait une déclaration en février qui s'appelle la 2561, c'est ça qui a permis à l'administration fiscale de connaître les revenus distribués de l'exercice 2020 et de pré-remplir ces cases-là sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. D'accord? Donc, normalement, c'est pré-complété. Si ça ne l'est pas, n'oubliez pas de compléter ces cases-là. Vous inquiétez pas dans 12, hein, au moment de l'aide à la déclaration d'impôt sur le revenu, on vous les rappellera, ces cases-là, donc pas d'inquiétude. Ensuite, il va falloir aller jusqu'au bout de votre déclaration d'impôt sur le revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir bien indiquer tous vos revenus, tous vos autres revenus, que ce soit des réductions d'impôts, si vous avez des réductions d'impôts, il faut vraiment tout compléter comme si vous alliez jusqu'au bout, que vous l'aviez terminé. Et à ce moment-là, justement, vous allez pouvoir voir le résultat finalement de cette déclaration d'impôt. Donc, vous allez aller jusqu'à cette dernière étape. Hein, et donc là, vous allez bien cliquer sur suivant. Et c'est à ce moment-là que vous allez finalement avoir la simulation de votre impôt. Et c'est ça qui va être déterminant. Donc là, vous allez avoir l'estimation de votre impôt. Donc là, j'ai pris un cas classique, hein, une personne en SASU qui touche finalement une indemnité Pôle emploi et qui s'est versé un dividende au cours de l'exercice. Donc là, on est à peu près, donc là j'ai fait une simulation avec les revenus ici pour une personne célibataire, on est à peu près à 1 273 euros d'impôt. D'accord? Donc ensuite, naturellement, il va falloir faire la simulation cette fois-ci sans PFU, avec option au barème progressif, pour comparer finalement par rapport à la simulation avec le PFU. Donc là, c'est très important. Il ne faut pas cocher signer ma déclaration. Il faut revenir sur votre déclaration, donc corriger ma déclaration, justement pour faire la simulation avec le barème progressif. Donc là, rebelote, on recommence. On se remet sur la partie revenus des capitaux, des valeurs et capitaux mobiliers. On va cocher cette fois-ci en plus la case 2 OP, hein, très important. C'est ça qui va vous permettre de voir quel est l'impact au niveau de l'impôt dans le cadre d'un barème progressif. Donc, bien cocher la case 2 OP. Et ensuite, pareil, il va falloir aller jusqu'au bout de votre déclaration d'impôt. Bien sûr, aller sur suivant à la fin et
estimer votre impôt, cette fois-ci, avec le barème progressif. D'accord? Donc là, dans notre cas, avec des indemnités Pôle emploi et 10 000 euros de dividendes, eh bien, nous arrivons finalement à 1 200 euros avec le barème d'impôt sur le revenu. Donc finalement, en comparant les deux, eh ben, on se rend compte que c'est finalement l'imposition avec le barème d'impôt sur le revenu, dans notre cas, dans notre exemple, qui est le plus intéressant. Alors, naturellement, vous voyez qu'il n'y a pas un très gros écart, parce qu'on est quand même sur des tranches d'impôt sur le revenu à 11%, donc il n'y a pas non plus énormément d'écart, mais c'est ça qui va vous permettre de gagner les quelques euros qui vont vous permettre d'économiser finalement de l'impôt. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde, Marion? Pareil, je te laisse me poser les questions. Alors, pareil, le micro, s'il te plaît, Marion, je crois que tu as oublié de la réactiver. Oui, je coupe pour pas que vous m'entendiez taper. Ça, je vais répondre par écrit. Dans toutes les cases. Là, c'est pareil. Eh ben, écoute, alors, non, ça, je vais répondre également par écrit. Non, écoute, je crois qu'il n'y a rien de particulier à signaler. Non, non, non. Alors là, je vois qu'il y a des questions qui montent, qui ont été posées, qui ont été votées, par exemple comme Valran de Coursac. Bonjour, je suis une jeune SASU créée en 2020 et je n'ai pas encore de bénéfice gain. Je déclare 0 dans toutes ces cases. Alors, Valran, dans tous les cas, pas d'inquiétude, sur Doux, on vous donne justement les montants indiqués. Donc, si ce sera 0, on vous donnera justement et d'indiquer 0 dans les cases en question. Donc, pas d'inquiétude, on va vous donner les montants indiqués. Ah bah justement, Nathalie nous demande quand est-ce que l'aide à la déclaration sera disponible, Sarah. Alors Nathalie, c'est en cours de vérification par nos équipes. Là, tous les collaborateurs Doux sont mobilisés justement pour calculer tout ça. Donc d'ici peu, vous allez les recevoir, je pense, d'ici. Alors ça va venir au fur et à mesure. On commence naturellement par les clients qui sont dans les départements concernés par la déclaration au 26 mai. Donc, on va commencer d'abord par les personnes qui sont dans ces départements-là, et ensuite on ira, on traite finalement les déclarations par ordre de département. Donc, mais vous allez les recevoir, je pense, d'ici une dizaine de jours. Allez, je continue. Les quelques éléments à ne pas oublier au moment de votre déclaration d'impôt sur le revenu. Oui, alors, important. Si vous avez perçu des loyers, je rappelle, si vous êtes propriétaire, vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous avez mis à disposition de votre société ou de votre entreprise un bureau. Donc, vous avez perçu un loyer au cours de l'exercice 2020 pour justement l'utilisation de ce bureau par votre entreprise. Là, il ne faudra pas omettre de l'indiquer sur votre déclaration d'impôt sur le revenu parce que c'est un revenu imposable, ces loyers-là. Ça concerne les revenus fonciers, ça rentre dans le cadre des revenus fonciers. Donc, si vous n'avez pas d'autres immeubles, donc là, il faudra bien sûr renseigner les recettes dans la case 4 BE pour être soumis au régime du micro foncier. Donc là, les loyers seront pris en compte dans vos autres revenus après un abattement de 30%. Et puis, si par contre vous avez d'autres biens et que vous avez souscrit le régime réel des revenus fonciers, là, il faudra compléter également la déclaration 2044 avec les loyers que vous avez perçus au titre de ce bureau. Donc, ne pas oublier de les indiquer, c'est très important ça. Et donc, faites bien attention à cela. Alors, ensuite, Marion, je te laisse la parole pour répondre aux questions liées, aux éléments à ne pas oublier, notamment en termes de réduction d'impôt et de crédit d'impôt. Oui, alors effectivement, il y a 2 crédits de réduction et crédit d'impôt qui peuvent vous intéresser en tant effectivement que chef d'entreprise. Tout d'abord, donc la première, c'est la réduction au capital des PME. Alors, dans quel cas vous êtes effectivement concerné, vous pouvez potentiellement en bénéficier, c'est si vous avez créé votre société en 2020 ou éventuellement réalisé une augmentation de capital en 2020. Mais attention, ça vous concerne également si vous avez réalisé
soit une création de votre société, soit une augmentation du capital de votre société au cours des années 2016, 2017, 2018 et 2019, et que le montant que vous avez souscrit au capital initial ou à l'augmentation de capital était relativement important, puisque on va le voir, je vais vous l'expliquer. Vous avez effectivement un plafonnement du montant de votre souscription qui est pris en compte, qui est de l'ordre de 50 000 euros si vous êtes un contribuable célibataire, veuf, divorcé, ou 100 000 euros, effectivement, si vous êtes dans la situation où vous êtes marié ou pacsé, en tout cas soumis à imposition commune. Donc, pour être très, très clair, admettons que vous ayez créé votre société l'année dernière, en 2020, vous avez souscrit au capital initial, vous avez fait un gros apport de 150 000 euros, vous êtes marié, cet apport-là, on va vous octroyer une réduction d'impôt sur votre IR 2020 sur le montant plafonné de 100 000 euros, puisque vous êtes marié, et les 50 000 euros que vous avez apportés et qui excèdent ce plafond se reporteront sur l'IR de l'année prochaine, de l'année 2021. Ce n'est pas perdu si vous avez fait un apport au-delà de ce plafond. Même s'ils sont relativement élevés, je ne pense pas que ça vous pénalise tellement. Attention, pour bénéficier de la réduction d'impôt pour souscription au capital des PME, il faut quand même que vous remplissiez certaines conditions, notamment votre société doit remplir effectivement certaines conditions. D'abord, ça doit être une PME, donc qui emploie moins de 250 salariés et qui a un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Donc là, pas de souci, effectivement, pour remplir ces conditions-là. Ça ne doit pas être une entreprise en difficulté. Bon, si c'est une entreprise que vous voulez créer, en principe, elle n'est pas dès le départ en difficulté. Elle doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. Attention, certaines activités sont exclues. C'est le cas notamment de toutes les activités immobilières, les activités financières, notamment les activités de courtage depuis cette année. Les activités de gestion d'un patrimoine mobilier, d'un patrimoine financier également sont exclues, par exemple. Votre société doit être soumise à l'impôt sur les bénéfices, que ce soit impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Et puis, il y a d'autres conditions comme ça à dérouler, à vérifier. Simplement, peut-être, si je dois en citer encore une, pour éviter de faire un inventaire à l'après-vert de ces conditions, qui doit attirer votre attention, à mon sens, c'est que vous pouvez bénéficier de cette réduction d'impôt au capital des PME, pour souscription au capital des PME, si votre entreprise, à la clôture de l'exercice qui suit sa création, ou qui suit la réalisation de l'augmentation de capital, emploie au moins 2 salariés ou 1 salarié si vous êtes artisan. Donc là, attention à bien vérifier qu'a posteriori, cette condition sera remplie. Alors, il se peut que vous ayez dès le départ, notamment si vous êtes sur une augmentation de capital, que vous ayez dès le départ 2 salariés, donc là, pas de problème. Mais il faudra bien vérifier l'année prochaine que vous avez embauché ce ou ces salariés, puisque si ce n'est pas le cas, la réduction d'impôt pour souscription au capital des PME sera reprise. Vous devrez la restituer. Et puis, dernier point sur le montant, effectivement, de cette réduction d'impôt. Alors, vous voyez, là, j'ai inscrit effectivement que vous avez une réduction d'impôt égale à 18% du montant de votre apport, pour faire simple, ou 25% du montant de votre apport. Pourquoi? Parce qu'on a eu un changement de législation. Tous les versements, tous les apports qui ont été effectués jusqu'au 9 août 2020, c'est précis, ouvrent droit à une réduction d'impôt seulement à hauteur de 18%, et ceux qui ont été effectués après, du 10 août au 31/12/2020, et il me semble même que c'est prolongé
sur l'année 2021 ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 25% du montant de votre souscription. Donc, si vous avez souscrit pour 1 000 € au capital initial de votre SAS, par exemple, qu'elle remplit l'ensemble des conditions et que cette souscription a été faite le 1er septembre 2020, vous aurez bien le droit à une réduction d'impôt à hauteur de 25% de 1 000 €, donc de 150 € si je sais encore à peu près calculer. Donc voilà, pour ce qui est de cette réduction pour souscription au capital des PME, n'hésitez pas éventuellement, si vous avez du mal à apprécier si vous rentrez ou non dans le cadre de cette réduction d'impôt, si votre société remplit bien toutes les conditions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, je pense que mes collègues comptables me solliciteront si besoin sur le sujet, ou vous assisteront directement sur la question. Et puis, dernier crédit d'impôt qui peut également vous intéresser, c'est le crédit d'impôt formation du chef d'entreprise. Donc, si vous avez effectivement suivi une formation en 2020, formation qui doit rentrer dans le cadre de la formation professionnelle continue, vous pouvez effectivement bénéficier d'un crédit d'impôt qui est égal au nombre d'heures de formation que vous avez suivies, dans la limite de 40 heures par an, qu'on multiplie effectivement par le SMIC horaire qui est de 10,15 € pour 2020, ce qui vous fait en théorie un crédit d'impôt. Si on tient compte, si votre formation a duré effectivement 40 heures, vous avez un crédit d'impôt au maximum de 406 €. Bon, cela dit, c'est tout de même non négligeable et toujours bon à prendre. Et puis, par contre, attention sur ce crédit d'impôt formation du chef d'entreprise, ça ne concerne que les entreprises individuelles ou les sociétés qui sont soumises à l'impôt sur le revenu. Donc, par exemple, si vous êtes en SAS à l'impôt sur les sociétés, effectivement, vous ne serez pas éligible à ce type de crédit d'impôt. Voilà, pour ce qui était de ces petites précisions. Sarah, je vais te laisser du coup reprendre la main. Moi, je vais regarder les questions. Est-ce qu'on a des questions particulières sur… Alors, Sarah, je ne t'entends pas. Je crois que tu as coupé ton micro comme moi tout à l'heure. Alors, donc, en fait, je te disais, on a des questions notamment sur la réduction capital PME. J'ai notamment des questions par rapport au taux. Est-ce que, notamment, quand est-ce qu'on a un taux à 18 et quand est-ce qu'on a un taux à 25 ? Alors, vous avez un taux à 18% si vous avez effectué votre apport, si vous avez créé votre société du 1er janvier 2020 jusqu'au 9 août 2020 inclus. À partir du moment où le versement de votre apport s'est effectué à partir du 10 août 2020, vous rentrez effectivement dans le taux majoré de 25% de cette réduction d'impôt sur le revenu. D'accord. Ensuite, j'ai une autre question, alors qui est un peu spécifique. Peut-on bénéficier de la réduction d'impôt si on a fait une augmentation de capital via un apport cession de titres ? Alors là, je pense que je pense que s'il s'agit d'un apport de titres, tu sais, lors de montage de holding, un apport de titres lors de montage d'une holding. Donc là, non, naturellement. Non, effectivement, dans ce cas-là, tout à fait. Non, parce qu'en fait, il faut un apport en numéraire. C'est vraiment cette réduction d'impôt vise vraiment les apports en numéraire, la récompense d'apport en numéraire. Donc, je vais juste intervenir parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question du cumul d'indemnités Pôle emploi et de dividendes. Donc, je vous dis juste, en fait, oui, c'est possible de cumuler des dividendes avec une indemnité Pôle emploi. La seule chose, c'est qu'il faut bien faire attention. Alors, en SAS et en SASU, pas de problématique particulière. Par contre, si vous êtes en SARL ou en EURL, là, je pense aux gérants travailleurs non salariés, si la distribution de dividendes dépasse les 10% du capital qu'on a vu tout à l'heure, là, non, ça ne va pas être possible parce que c'est considéré comme une rémunération. Donc, les dividendes, là, sont assimilés à une rémunération, donc sont pris en compte dans le calcul de vos indemnités Pôle emploi. Donc, pas se distribuer de dividendes lorsque vous êtes en SARL ou en EURL.
Allez, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler de l'aide à la déclaration d'impôt sur le revenu de Dougs. En fait, ce qui va se passer, c'est que sur Dougs, il va falloir vous rendre dans l'onglet déclaration. Hein. Les aides à la déclaration ne sont pas encore actives, elles sont en cours de vérification. Il faudra bien sûr indiquer, nous on vous indique dans cet onglet-là les montants à déclarer sur votre impôt sur le revenu ou alors comment au moins les trouver. Hein, je pense notamment au président de SAS et aux directeurs généraux. Dedans, vous allez pouvoir notamment voir, on vous indiquera, si vous avez perçu un salaire, de vous reporter à votre dernier bulletin de paye du mois de décembre. C'est là où est indiqué le net imposable. Hein. Donc, voilà, donc on va vous indiquer si vous avez perçu des dividendes, naturellement. Par contre, si vous avez fait des déclarations de dividendes, de votre côté que vous ne nous avez pas confié, là, ce ne sera pas pris en compte dedans. Donc, bien les ajouter. Hein. Nous, on vous indique ce que vous nous avez confié en termes de mission. Donc, les dividendes, oui, si on vous les indiquera, si justement vous nous avez confié l'Assemblée générale de distribution de dividendes. Voilà. Donc, ce que je te propose, Marion, c'est qu'on réponde un petit peu aux questions, hein, là maintenant, parce que je pense que je vais arriver un petit peu au bout. Et on va essayer de dépiler vos questions et d'y répondre au fur et à mesure. Alors, Gladys, là, je pense que c'est pour toi, Marion. Pour le crédit d'impôt formation, si la formation a débuté en 2020 et se termine en 2021, comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est relativement simple, hein, puisqu'on va tenir compte des heures de formation suivies sur 2020 pour calculer un crédit d'impôt pour 2020. Et puis, en 2021, hein, les heures de formation que vous avez suivies en 2021, elles ne seront pas perdues. Hein, elles vous donneront droit, Gladys, à un crédit d'impôt, mais sur votre IR 2021, enfin sur vos revenus 2021. Donc, ce sera à nouveau à déclarer l'année prochaine. Il ne faudra effectivement pas oublier de tenir compte de ces heures de formation que vous avez suivies sur l'année 2021. Ok. Alors, là, j'ai une question de Thibaut Morusi. Comment déclarer les versements réalisés à partir du compte de l'associé? Est-ce des revenus imposables? Alors non, Thibaut, parce qu'à partir du moment où vous remboursez des comptes courants d'associés, ça veut dire que vous avez fait un apport au préalable. Hein. Donc normalement, c'est soit un remboursement de notes de frais, soit un remboursement d'un apport que vous avez fait au préalable. Donc ce sont des sommes qui ne sont pas imposables. Faut-il remplir une déclaration d'impôt sur le revenu comme Dougs me le propose dans l'application, si nous sommes à l'IS? Alors oui, naturellement, parce que c'est pas parce que vous êtes une société à l'impôt sur les sociétés que vous n'avez pas pris des revenus dans le cadre de cette société. Donc il faut bien sûr faire votre déclaration d'impôt sur le revenu. Hein, c'est nécessaire pour les revenus que vous avez perçus. Ensuite, alors une question de Patrice. Pour le crédit d'impôt formation, s'il est micro-entrepreneur, comment ça se passe? Alors, bonne question. Est-ce que les... non, les micro-entrepreneurs ne sont pas concernés, puisqu'effectivement, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'était écrit sur la diapositive. Il faut que vous soyez effectivement à l'impôt sur le revenu, mais en régime réel et non pas en micro-BIC ou micro-BNC. Donc, effectivement, malheureusement, Patrice, quand bien même vous avez suivi une formation sur l'année 2020, vous n'aurez pas droit à ce crédit d'impôt formation du chef d'entreprise. OK. Ensuite, avez-vous également des déclarations de revenus pour des problématiques personnelles non liées à l'activité de l'entreprise? Alors non, Franck, chez Dougs, nous réalisons les déclarations d'impôt sur le revenu de chefs d'entreprise, donc de nos clients. Nous ne faisons pas de déclaration d'impôt sur le revenu comme ça. Après, si vous êtes chef d'entreprise et que vous souhaitez naturellement une consultation par notre fiscaliste, par Marion notamment, hein, si vous souhaitez qu'elle vous aide dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, c'est possible, mais il faut que vous soyez client chez nous. Alors, je vais essayer de reprendre les questions par ordre. Là, je vois qu'il y a un vote 2. Alors, dans le cas où l'exercice fiscal n'est pas sur l'année civile et qu'on change
et que l'on change impôt sur le revenu à impôt sur les sociétés pour l'exercice suivant. Comment se calcule l'impôt? Alors là, Quentin, justement, en fait, ça va dépendre de votre régime fiscal au niveau de l'année civile 2020. D'accord? Donc là, nous, notamment, on fait attention au niveau des changements de régime pour que vous ayez les bonnes cases indiquées sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, on fait attention à ne pas changer les régimes fiscaux, notamment avant que vous ayez fait votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc normalement, ça devrait, les cases que vous allez avoir sur Doux prendront en compte cela. Alors là, Philippe. Alors, on va voir. Année 1, SASU à l'IS sans salarié et président non rémunéré. Année 2, le président se rémunère et embauche un salarié licencié durant la période d'essai. Est-ce accepté pour investissement dans PME? Marion. Alors, il faut bien, Philippe, que vous ayez effectivement 2 salariés à la clôture de l'exercice, hein, et l'appréciation se fait bien à la date de clôture de votre exercice. Donc, malheureusement, si votre salarié a été licencié, enfin, du moins que vous avez mis fin à sa période d'essai entre-temps, hein, effectivement, vous ne pourrez pas remplir cette condition d'emploi d'au moins 2 salariés à la date de clôture de l'exercice. Alors là, j'ai une question de Fanny. Bonjour, si je suis locataire et que je mets à disposition un bureau, faut-il déclarer quelque chose? Je suis présidente de SASU sans me verser de salaire. Alors là, c'est une très bonne question, Fanny, tout simplement, parce que normalement, ce que vous réalisez là, c'est une activité de sous-location. Donc normalement, cette activité de sous-location, elle devrait être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, hein, donc des BNC. Donc en théorie, vous êtes tenu de déclarer ces loyers-là dans les cases micro BNC. Hein, donc, alors bien sûr, c'est problématique parce qu'en général, lorsque vous prenez une quote-part de loyer, vous ne faites pas de bénéfice dessus. C'est-à-dire que vous multipliez votre loyer par la superficie occupée par votre bureau. Donc en fait, vous n'avez pas de marge. Donc réellement, c'est vrai que c'est un petit peu injuste dans le sens où finalement le bénéfice que vous tirez de cette sous-location est nul. Mais malheureusement, alors là, c'est un petit peu une question de risque. Soit vous décidez de vous dire, bah non, je ne tire aucun bénéfice de cette location et vous les déclarez pas. Par contre, là, vous prenez quand même un risque fiscal. Soit vous les déclarez dans la catégorie des micro-BNC. Alors, pour Jean-Marie, pour les sociétés qui clôturent en cours d'année, est-ce que Doux nous donne les infos sur l'année civile? Ça, je crois qu'on y a déjà répondu. On vous donne bien les bonnes informations. Jean-Marie, pas d'inquiétude là-dessus. Suivez bien ce qu'on vous a indiqué au niveau des cotisations sociales. C'est le bon calcul. Et je crois, alors je vais remonter un petit peu, donc là je suis en train de redescendre pour voir s'il n'y avait pas des votes ou des questions qui ont été posées auxquelles tu n'as pas répondu Mario et qui ont un fort vote. Mais je crois que tu as... Ah, j'ai une question de Thibaut. Y a-t-il une déduction pour nos frais réels ou forfaitaires? Alors, Thibaut, en fait, ce qui se passe, là, je pense que c'est au niveau de la déclaration sociale que vous me posez cette question, Thibaut. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau les impôts, à partir d'aujourd'hui, vont transmettre tous vos revenus à l'URSSAF. Donc, en fonction de comment est-ce que vous avez complété finalement la déduction, si vous avez opté aux frais réels ou si vous avez opté au barème progressif, hein, donc naturellement, ces informations-là seront transmises à l'URSSAF et donc le calcul de vos cotisations sociales se fera en fonction de l'option que vous avez souscrit. Hein, donc, soit frais réels, soit l'abattement de 10% pour frais professionnels. D'accord? Donc là, pareil, ce sera transmis, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce sujet-là. Alors, Arakis, je suis dirigeant de SASU, je me suis versé des dividendes en février 2021 en PFU. Dois-je déclarer sur cette déclaration d'impôt sur le revenu ou sur la suivante? Très bonne question, Araki. En fait, c'est vraiment les distributions de dividendes réalisées en 2020
Hein, c'est-à-dire que même si, alors je prends un exemple, vous avez eu un bilan au 31 décembre 2019, vous avez réalisé une distribution de dividendes en mai 2020, et ben ces dividendes-là seront à imposer sur l'année civile 2020, donc sont à déclarer là maintenant sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Par contre, si vous avez décidé une distribution de dividendes en 2021, celle-ci ne sera pas indiquée cette année, mais l'année prochaine. Alors Hugo, peut-on souscrire à une complémentaire santé professionnelle en loi Madelin en tant que président de SASU alors qu'on touche les ARE et qu'on ne se verse pas de rémunération avec la SASU? Alors Hugo, non. Tout ce qui est loi Madelin, ça concerne uniquement les travailleurs non salariés. Hein, c'est des contrats spécifiques afin de leur apporter une couverture supplémentaire. Hugo, normalement, si vous êtes finalement président de SASU, moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de vous allouer un minimum de rémunération. Hein. Je ne conseille pas de pas du tout se rémunérer, à part si vous êtes pendant votre période d'ARE. Hein. Donc là, moi, ce que je vous conseille, j'ai un webinaire là-dessus, sur ce sujet-là, sur la rémunération minimum des dirigeants. Donc, n'hésitez pas à y aller. Hein, ça vous permettra notamment de voir quelle rémunération minimum il faut vous verser, parce que c'est ça qui va vous permettre notamment de valider vos trimestres de retraite. Donc, attention, hein, pas de rémunération n'est pas forcément bon, hein, pour un président de SAS. Alors Philippe, je n'ai pas compris quel est le sort des LMNP. Alors les LMNP, en fait, ça va dépendre un petit peu de votre situation. Les LMNP, si vous ne dépassez pas 23 000 euros de recettes au titre de location courte durée, hein, donc là je pense bien aux courtes durées, c'est très important, eh ben, vous n'êtes pas assujetti aux cotisations sociales. Donc en fait, vous n'êtes pas du tout concerné par cette déclaration sociale des travailleurs non salariés. Donc, par contre, si vous dépassez les seuils, à ce moment-là, vous êtes obligé d'avoir une couverture sociale et là, vous avez deux choix qui vont s'offrir à vous, pardon, soit de choisir de verser vos cotisations à la caisse des travailleurs non salariés, soit de verser vos cotisations à la caisse des assimilés salariés. Et donc là, c'est un choix, c'est une option que vous faites. Voilà. Alors Franck, si on ne perçoit pas de revenus, a-t-on des choses à déclarer? Si vous ne percevez pas de revenus, naturellement, vous n'avez rien à déclarer. Par contre, bien attention, faire attention notamment si vous avez, parce que des fois, on oublie certains revenus. Et pareil, si vous êtes travailleur non salarié, il y aura quand même la partie sociale à indiquer, hein, parce que vous versez quand même des cotisations minimum. Hein, donc, pas oublier ceci. Alors, quel est le montant minimal annuel de DSCA pour la première année exercice si on ne se verse pas de salaire en tant que gérant majoritaire non rémunéré? Donc, en case DSCA, je reprends la case de la déclaration. Là, vous me parlez des cases de cotisation sociale obligatoire. Et là, je réponds, et je me répète peut-être, hein, mais attention, c'est pas parce que vous vous rémunérez pas que vous ne payez pas de cotisation sociale minimum. Donc, vous devrez quand même compléter les cotisations sociales minimum dans la case DSCA que vous avez réglée sur l'exercice. Alors Vincent, si vous êtes président de SASU et que vous ne versez pas de salaire, et si vous n'avez pas du tout, perçu de dividendes au cours de l'exercice, et si vous n'avez pas perçu de loyer non plus, potentiellement, vous n'avez rien à déclarer sur votre déclaration 2021. Allez, alors alors moi je vais remonter tout en haut parce que j'ai redescendu jusqu'en bas les questions et j'ai répondu à celles qui avaient un vote. Est-ce que tu vois des questions qui se répètent, Marion, auxquelles il faudrait qu'on réponde en direct? Je regarde, non pas spécialement. Alors, Renaud, je vois qu'il y a plusieurs questions de Renaud.
Alors, je crois qu'il y a une petite confusion, Sarah, notamment la question de Renault, et je crois que j'en ai vu plusieurs. Au niveau des aides Covid pour 2020, il faudra indiquer le montant des aides demandées ou celles réellement touchées au 31 décembre 2020. Je pense qu'il y a une confusion entre le fonds de solidarité et l'exonération de cotisations sociales. Est-ce que tu peux refaire le Oui, distinguo peut-être? bien sûr. Alors en fait, je vais revenir sur la partie, hein. Hop, je vais Mm. aller juste sur cette partie-là pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà. En fait, cette exonération-là, enfin, cette partie-là, elle est à compléter uniquement si vous avez bénéficié d'exonération de cotisations sociales. Pas du tout enfin, c'est absolument pas lié au fonds de solidarité, hein. C'est-à-dire que si vous avez bénéficié d'exonération de cotisations sociales, c'est pas non plus le cas des reports de paiement de cotisations sociales, hein. Ça, c'est encore autre chose. Parce qu'en tant que travailleur non salarié, vous avez bénéficié notamment de reports de paiement. Mais ces cotisations sont dues. C'est pas une exonération, c'est simplement un report de paiement. Là, je parle des exonérations de cotisations patronales, hein. C'est lorsque notamment vous avez des salariés, hein. Donc là, naturellement, il faut compléter cette partie si et seulement si vous êtes dans les secteurs S1, S1 bis et S2, hein. Donc si vous êtes concerné par cette exonération de cotisations patronales dite exonération Covid-19. Mais le fonds de solidarité n'a rien à voir. Alors, je vais essayer de voir. Alors, il y a Faïké qui me pose des questions, ça peut concerner d'autres mondes, donc je me permets de répondre. Donc, j'ai été auto-entrepreneur de mai à septembre, puis vous avez créé une SASU dont je suis présidente sans rémunération en octobre. Dois-je remplir la déclaration? Et j'ai un LMNP, donc je n'ai rien à déclarer. Alors, si la Faïké, vous avez quand même pas mal d'éléments à déclarer, parce que même si vous êtes micro-entrepreneur, vous devez quand même déclarer certains éléments, hein, dans votre déclaration d'impôt sur le revenu. Et puis, si vous avez un LMNP également, hein, vous devez déclarer notamment la partie loueur en meublé non professionnel, hein. Donc, très important, il y a des choses à déclarer. Si, si. Alors, je ne peux pas vous donner toutes les cases, hein, parce que là, je ne les connais pas malheureusement de tête. Et puis, ça dépend un petit peu de votre cas, mais il y a bien sûr des choses à déclarer. Alors, là, j'ai une question de Fabien. Je pense que c'est lié au loyer, hein, donc je vais me remettre sur la partie loyer. Hop. Je suis en EURL. Tous les trimestres, je me rembourse un pourcentage de charges eau, chauffage, électricité. Ce pourcentage est basé sur la surface occupée par mon bureau. Est-ce que cela rentre dans la catégorie des revenus en tant que loyer ou juste un remboursement de nos frais? Alors là, bien sûr, donc là, ça ne rentre pas dans la catégorie des loyers, hein, parce que vous ne percevez pas de loyer du tout. Là, c'est simplement une quote-part de charge. C'est un remboursement de frais. Donc, vous n'avez rien à déclarer sur votre déclaration d'impôt sur le revenu si vous faites uniquement un remboursement d'une quote-part d'électricité, d'eau, chauffage. Euh, Donc là, est-ce que tu vois d'autres questions, Marion, que je n'ai pas vues et auxquelles il faudrait qu'on réponde? Alors, peut-être revenir, mais je vais revenir dessus. J'ai répondu à Christophe qui avait posé sa question dans le chat, mais je vois qu'il y a d'autres personnes qui posent la question sur la taxation des dividendes et l'option pour le barème progressif, hein. Donc, D'accord. effectivement, c'est bien une option que vous exercez chaque année sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, aujourd'hui, on est en mai 2021, vous déclarez cette année les dividendes que vous êtes versés l'année dernière en 2020. Vous pouvez tout à fait, si c'est plus intéressant pour vous, décider d'opter pour le barème progressif sur la déclaration que vous allez déposer là dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, puisque certains ont jusqu'au 8 juin pour le faire. Si vous êtes versé des dividendes cette fois-ci en 2021, donc que vous déclarerez sur votre déclaration d'impôt sur le revenu l'année prochaine en 2022, pardon. Si en 2022, sur vos dividendes 2021, l'option pour le barème progressif n'est plus avantageuse, vous pouvez tout à fait décider de ne pas cocher cette fameuse case de OP qui manifeste votre option pour la taxation au barème progressif. C'est bien une option qui est exercée chaque année. Vous pouvez, en fonction du résultat de la simulation que vous pouvez faire, choisir, et vous avez tout intérêt
à choisir l'option qui est la plus favorable entre le PFU et le barème progressif. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, j'ai vu, je crois que j'ai répondu à quelqu'un, je pense qu'il y a des petites questions qui peuvent se poser sur la taxation des dividendes. Sachez que j'avais réalisé un webinaire sur ce sujet-là qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas. Je reviens un petit peu plus longuement sur le sujet, la différence entre le PFU, le barème progressif et comment on déclare les dividendes. Ça peut éventuellement être intéressant si vous avez un petit peu de temps, si vous faites peut-être le pont de l'Ascension pour vous occuper. Ils annoncent pas un temps magnifique. Alors, je vais répondre à une autre question d'Anil. Là, c'est vrai que c'est une particularité de l'année 2021. Je ne l'ai pas traité sur ce webinaire parce que c'est vrai que ça concerne principalement les bailleurs et en général, vous êtes au revenu foncier, donc vous n'êtes pas entrepreneur. Alors, comment intégrer les loyers Covid non versés et pour les bailleurs, les loyers abandonnés? Il y a plusieurs cases. Alors, en fait, en tant que bailleur, vous allez devoir compléter la case 7 LS. C'est là où justement, vous allez déclarer les loyers abandonnés et ça vous permettra d'avoir un crédit d'impôt. Écoute, Marion, je reprends. Normalement, je crois qu'on a répondu à toutes celles qui ont été votées. C'est vrai que vous êtes nombreux aujourd'hui, donc on n'a pas forcément pu répondre à toutes vos questions. J'en suis désolée. On essaie de répondre aux principales. Donc, si vous avez naturellement des questions, n'hésitez pas également à nous les poser par le chat de notre application, sachant que bientôt vous aurez vous aurez votre déclaration qui va apparaître. Donc naturellement, les éléments vont être indiqués sur cette aide à la déclaration et vont vous permettre de réaliser votre déclaration d'impôt sur le revenu. Alors, je vous rappelle, naturellement, là, c'est pour vous. Là, c'est plus si vous souhaitez envoyer vos liens de parrainage aux personnes présentes aujourd'hui. Je rappelle, donc, vous avez un mois gratuit de compta lorsque vous parrainez une personne et ça marche également lorsque vous vous auto-parrainez. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt sur Doux.